La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 7h15 précisément. Votre invité Stéphane est délégué général du GICAT, le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre. Bonjour Jean-Marc Duquesne. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. La France est en économie de guerre, affirment plusieurs responsables politiques. Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'avec des dépenses militaires à 3,5% du PIB, nous sommes vraiment en économie de guerre ? Alors nous ne sommes pas à 3,5% du PIB, donc pour l'instant c'est l'objectif. C'est l'objectif, et donc c'est un objectif ambitieux et certainement pour le moins souhaitable vu la conjoncture actuelle. Alors qu'en est-il actuellement en France ? Je pense que c'est important pour nos auditeurs de bien le comprendre. 2022, déclaration du président Macron, économie de guerre. Ce fut un choc salutaire. Car qu'est-ce que ça veut dire économie de guerre ? Économie de guerre, ça veut dire produire plus vite et en masse. Et donc ce choc salutaire a permis à l'ensemble de la collectivité, l'État, les industriels, de se mettre autour d'une table et de réfléchir à voir quelle était la meilleure façon d'y arriver. Mais tout ça dans un cadre contraint budgétairement, puisque nous sommes restés à ce moment-là à 2% du PIB. Mais je vous repose la question, est-ce que cette expression, elle n'est pas un petit peu galvaudée ? Disons pour l'instant que nous sommes plutôt en une économie de préparation à la guerre. Et car c'est là qui est tout à fait intéressant, c'est de voir comment, en l'espace de 2 ans, déjà un certain nombre d'accélérations ont eu lieu. Si nous prenons le cas, par exemple, pour aider nos amis ukrainiens, mais pas que, de l'artillerie et du canon César, produit par la société française KNDS. Eh bien, en 2022, nous en produisions 2 par mois, il fallait 30 mois pour le produire. En 2025, on en produira 8 par mois, il ne fera plus que 15 mois pour le produire. Donc effectivement, les choses sont en train de s'accélérer. La situation s'est dégradée depuis quelques jours avec la suspension de l'aide américaine en Ukraine, la menace d'un retrait de la protection militaire américaine en Europe. Sur le plan pratique, on le sait, pourtant il faudra des mois, voire des années, pour que l'Europe puisse prendre le relais des États-Unis en cas de désengagement. Alors, il y a 2 choses, il y a plusieurs choses dans votre question. La première, c'est qu'est-ce que l'on peut faire pour nos amis ukrainiens ? Deuxième partie de la question est aussi importante, c'est comment nous nous projetons à moyen et long terme avec un désengagement américain. Actuellement, quelle est la situation ? Une bonne partie, je dirais, des achats de nos partenaires européens, ce qui n'est pas le cas de la France, a été des achats auprès de notre allié ou partenaire américain. Et donc, je crois que nous sommes aux alentours de 70% des achats depuis 2022 de matériel non européen. C'est tout le cœur du débat actuellement. Donc, pourquoi ? Parce que là, nous avons payé 30 ans de protection américaine et 30 ans de bénéfices, les réductions liées aux dividendes de la paix. Et donc, nous sommes restés dans une économie de flux et non pas dans une économie de stock. Quels sont les pays qui ont fourni très rapidement ou pu fournir très rapidement aux Ukrainiens des matériels ? Ce sont les pays en économie de guerre. C'est la Corée, c'est Israël et c'est des pays qui ont un marché intérieur énorme comme les États-Unis. Et ça, nous n'avons pas été capables de le faire à ce moment-là vis-à-vis, par exemple, de nos amis polonais. La Commission européenne annonce un investissement de 800 milliards d'euros. Ça paraît considérable, mais pour vous qui êtes un professionnel du secteur, est-ce que ce montant sera suffisant pour mettre à niveau, pour développer la défense européenne ? Écoutez, je crois, là aussi, d'un côté, ce que l'on va pouvoir faire pour nos amis ukrainiens et comment on se projette vers l'avenir. C'est un changement énorme. On ne mesure pas en France, et je veux un peu revenir en arrière. En France, nous avons 2 trésors. C'est une constante depuis 60 ans en matière stratégique, qui est l'autonomie stratégique reprise par le président Macron. Cette autonomie stratégique, elle s'est déclinée au sein de son industrie de défense. Ça veut dire que nous devons être capables de couvrir l'ensemble des secteurs. Et nous sommes pour cela uniques en Europe. Et c'est ce que, je dirais, 2 trésors sur lesquels la France a investi, malgré les réductions dues aux dividendes de la paix, et sur lesquels maintenant il faut capitaliser. Nous sommes plus forts que nous croyons, c'est ce que déclarait en début de semaine le Premier ministre François Bayrou à l'Assemblée nationale. Il a notamment additionné le nombre de chars disponibles en Europe, le nombre d'avions, le nombre de soldats. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Alors, bien évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Nous sommes un pays, l'Europe est un ensemble de vieux pays qui ont leur histoire, qui ont leur stratégie, qui ont leur ADN propre. Et qui n'ont pas le même matériel. Qui n'ont pas le même matériel, mais je dirais il y a un certain nombre de facteurs d'interopérabilité qui existent néanmoins.
Donc là aussi, balançons un peu les choses. Donc il y a une consolidation actuellement qui va se faire au niveau européen, et il est évident que cet argent qui va faciliter l'investissement des pays va permettre d'accélérer probablement cette consolidation européenne. Vous l'avez dit, l'industrie de défense européenne a des capacités en France, en Allemagne, en Italie. Néanmoins, est-ce qu'elle est capable de couvrir tout le spectre de nos besoins, ou est-ce que forcément, même avec ces 800 milliards d'euros, il faudra continuer d'acheter des équipements américains? Tout dépend, je dirais, de l'espace-temps, et je pense que c'est l'enjeu majeur actuellement. Qu'on soit obligé dans les quelques mois et peut-être 1 ou 2 années à venir, obligé d'acheter de matériel non européen parce que nous l'avons pas produit, nous l'avons pas développé, c'est possible et c'est probable. Mais l'enjeu maintenant, c'est de pouvoir arriver à cette dimension de l'industrie européenne de défense capable de fournir de façon autonome, nous revenons à la problématique d'autonomie stratégique, les matériels dont nous avons besoin. Et c'est vraiment tout l'enjeu, à la fois en matière de recherche et développement, en matière de production, qui est devant nous pour les années à venir. Mais quelle peut être la place de la France dans cette industrie européenne de défense? Pour l'instant, aucun pays européen n'a acheté des Rafales. Oui, mais on peut le regretter, et on le regrette certainement, mais vous avez d'autres choses qui se passent actuellement. Si je prends le domaine qui est le mien, le domaine du terrestre, vous avez une chose qui est très intéressante avec nos amis belges, c'est un programme commun, le programme Scorpion, qui est le programme de base armée de terre française, et qui est développé et, je dirais, produit en commun avec et au profit de nos partenaires belges et luxembourgeois. Mais vous parlez de programme européen, est-ce que la France est prête à se fondre? Est-ce que les industriels de l'armement français sont prêts à se fondre dans un programme européen? Mais les programmes européens sont des programmes sur lesquels les industriels se mettent dans des consortia. Et donc tout ce travail qui se fait à Bruxelles avec le Fonds européen de défense, qui va donc de facto, dont les moyens vont être de facto multipliés, dans une certaine mesure, par ce qui vient d'être annoncé, est de nature justement à encourager la production, où laquelle la France et les industriels français ont toute leur place à prendre. Un dernier mot, on dit souvent que l'Europe se construit dans les situations de crise. Est-ce que finalement ce gros coup de pression n'est pas une opportunité de faire ce que nous n'avons jamais réussi, c'est-à-dire la construction d'une Europe de défense à la fois moderne et cohérente? Mais écoutez, je pense que l'important actuellement, il y a une Europe de défense, mais aussi la défense de l'Europe. Donc, il est important justement là que nous ayons les moyens de nous affirmer en tant que puissance, pas uniquement économique, et de nous affirmer face aux deux grands compétiteurs mondiaux. Mais là aussi, je pense que c'est un travail pour tout le monde. Pour pouvoir monter en gamme et pour pouvoir produire, etc., il nous faut des ressources humaines. Et là, je lance un appel. L'industrie de défense a besoin de talents, a besoin de ressources humaines. Et sachez que là, nous sommes prêts à accueillir, former pour cette jeunesse, et moins jeune aussi, qui ont envie d'avoir un métier qui a du sens et qui s'affiche dans la défense de la France et de l'Europe. L'industrie de défense recrute. Merci beaucoup Jean-Marc Duquesne d'être venu ce matin sur Radio Classique, délégué général du JICA, le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre, David. Stéphane, à demain, 6h, l'arme au pied, au son du clairon, pour la matinale de l'économie. Dans un instant, le bon usage du français et des accents avec Karine Dijoux, suivi des coulisses de la politique. La compétition Retailleau-Vauquier commence à rendre le gouvernement